Mais vivre en liberté. Je vous remercie sincèrement d'avoir bravé les circonstances et résisté au bon temps et au beau temps et d'être ici ce soir. Alors je vais parler d'une œuvre particulière de Siar Mahjani dont l'exposition est programmée dans la prochaine édition du festival. Normalement, l'œuvre dont je vais parler devait être présentée et elle aurait été présentée à propos au musée des abattoirs en regard du rideau de Seine de Picasso. Ça aurait été très opportun, vous allez voir pourquoi. Malheureusement, c'est une œuvre très coûteuse à faire voyager, et elle est très très fragile, et donc elle ne sera finalement pas dans l'exposition. Donc je me suis posé la question et je me suis dit, peut-être que je vais recentrer ma conférence sur une autre œuvre, et j'ai choisi de maintenir sa problématisation, sa structure, autour de Fallujah. Ceci pour au moins 3 raisons. D'abord, parce que jusqu'à l'élection de Donald Trump, cette œuvre, Fallujah, était l'une des rares qui était aussi explicitement politique dans la production d'Armajani, une des rares qui l'avait vu réagir immédiatement à l'actualité. Depuis novembre 2016, toutefois, son travail est devenu réactif, comme l'a montré à l'adresse, vous vous en souvenez, ce calicot qui demandait l'asile politique pour la Statue de la Liberté. Alors disons que Fallujah, c'est l'œuvre qui fait remonter à la surface la dimension extrêmement critique du travail d'Armajani. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi de conserver mon propos centré sur cette œuvre. La seconde, c'est aussi un aspect pratique, c'est une œuvre de synthèse, et à partir de ces différentes composantes, eh bien, il est assez, disons, facile de tirer quelques-uns des fils de la carrière d'Armajani qui se développe maintenant sur 6 décennies environ, donc on ne peut pas parler de tout, mais cette œuvre permet de tirer quelques fils et donc d'aborder ses principaux aspects. Et puis, enfin, dernière raison, c'est la première œuvre d'Armajani, qui est un artiste qui est né en Iran en 1939 et qui s'est exilé aux États-Unis en 1960. C'est donc la première œuvre de cet artiste naturalisé américain qui a témoigné aussi assez explicitement de sa condition de Yankee oriental, pour reprendre une expression de Stevenson à propos d'Henry David Thoreau. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi de maintenir la conférence centrée sur Fallujah. Et pour commencer, je vais situer cette pièce qui date de 2004, que l'on voit exposée ici au Walker Art Center lors de la dernière rétrospective d'Armajani, dans ce musée à Minneapolis. Je vais donc la resituer dans le parcours d'Armajani et rappeler ce qui a motivé la réalisation de cette œuvre. Alors, depuis la fin des années 60, la sculpture de Siar Mahjani utilise le langage de l'architecture et on pourrait dire du design domestique au service d'un projet très précis qui est celui de la sculpture publique dans le contexte de la démocratie américaine. C'est le titre de son manifeste, un manifeste qu'il a mis au point à partir de 1968 et qu'il a publié pour la première fois en 1992, donc une longue élaboration. Cette sculpture publique s'est développée sous diverses formes fonctionnelles, dont la plus notable est celle du pont, ou plus exactement de la passerelle piétonne. Et à cet égard, sa réalisation la plus marquante est celle que vous avez sous les yeux,
le Whitney Bridge qui franchit les multiples voies d'une autoroute de Minneapolis, la ville où Armajani s'est installé en 1960 et où il demeure depuis lors. Mais il a également réalisé aux États-Unis et en Europe des espaces de repos, des espaces de lecture, des espaces de discussion, des espaces de poésie à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ici, cette table de pique-nique qui fait partie du mobilier qu'il a conçu pour les jardins de la Villa Arson. Dans son manifeste, Sia Armajani définit sa sculpture publique comme, je le cite, ouverte, disponible, utile et commune. Et il se présente lui-même comme un artiste civique. Or, endosser ce rôle implique un double renoncement auprès du public. Primo, l'artiste doit renoncer à l'autonomie artistique de son travail, autrement dit, accepter que sa production ne soit pas nécessairement perçue comme étant de l'art. Et secundo, l'artiste doit renoncer à son statut d'auteur. Autrement dit, il doit accepter de s'effacer dans le contexte de son intervention. Pour parler plus clairement, la majorité des Strasbourgeois qui empruntent la passerelle Georg Simmel, qu'il a réalisée à Strasbourg, ne savent pas qu'il s'agit d'une sculpture publique, y compris les gens de l'art que j'interroge. En général, ils ne savent pas du tout qu'il s'agit d'une œuvre, ils prennent un pont qui leur plaît ou pas, mais ils prennent une passerelle, et ils savent encore moins qu'il s'agit d'une œuvre de Sia Armajani. Je ne parle pas de cette œuvre-là, parce qu'elle est quand même dans une école d'art. Donc les étudiants savent qu'il s'agit en principe d'un aménagement artistique. Mais en tout cas, à Strasbourg, personne ne le sait. Et plus significativement encore, si les télés du monde entier ont filmé ce Bridge Tower Cauldron des JO d'Atlanta en 1996, combien de téléspectateurs ont-ils identifié le chaudron de la flamme olympique comme étant une œuvre d'Armajani? Et pourtant, pour ceux qui ont regardé cette scène avec Mohamed Ali qui, tout tremblant, allumait la flamme, l'œuvre d'Armajani était vraiment en plein dans le champ visuel. Lui-même assumait parfaitement cet effacement et cette situation dans la mesure où elle était inhérente à sa conception de l'art. Un artiste civique, un artiste public, eh bien son destin était effectivement de s'effacer derrière ses œuvres. Or, au tournant des années 2000, son attitude connaît une nette inflexion. Je le cite. « Mon travail, qui avait été public, ouvert, utile, fonctionnel et de bon voisinage, est devenu personnel. » Il précise que son œuvre est désormais, je le cite encore, particulière au sens où elle parle d'un individu particulier et fermée, alors qu'elle s'était définie comme ouverte. Avec l'élection de George Bush, avec le 11 septembre et ses suites, les suites, le voilà donc en exil de son propre projet de sculpture publique dans le contexte de la démocratie américaine, comme vous l'imaginez. Dès lors, en effet, son art quitte l'espace public au profit plutôt du musée et sa sculpture, hors de tout usage, se ferme. Qui plus est, Armajani, qui est un artiste absolument sans ego, l'humilité même, un artiste dont l'idéal est celui des maîtres soufis de sa Perse natale, commence à se dévoiler dans ses propos et à travers ses pièces, qui vont parler de ses réactions et de son rapport au monde beaucoup plus distinctement.
En l'occurrence, c'est donc son indignation qui motive la création de Falloujah, pour revenir à cette œuvre, que je ne vous montre pas, parce que maintenant, je vais évoquer Falloujah, remettre, disons, les événements dans votre mémoire. Falloujah, ou encore la cité aux 200 mosquées, c'était avant la guerre d'Irak un prestigieux centre intellectuel sunnite. Cette ville a été fortement bombardée déjà pendant la première guerre du Golfe et elle devient alors l'un des bastions de la résistance civile anti-américaine à partir de 2003. À ce moment-là, les manifestations s'y succèdent, les soldats américains tirent sur la foule, la colère de la population monte, jusqu'à ce que se produise le 31 mars 2004, le lynchage par la foule de 4 agents de sécurité américains, dont les télévisions filment les cadavres. À ce moment-là, pour pacifier la ville, l'armée américaine lance l'opération Vigilant Resolve, une offensive éclair qui se transforme en 3 semaines de siège brusquement interrompues en raison du nombre très élevé de victimes civiles et de leur impact médiatique. La ville dévastée est alors confiée à une force de protection irakienne. Dans les mois qui suivent, alors que l'on apprend les tortures d'Abu Ghraib, la guérilla ne faiblit pas à Falloujah, où l'armée américaine et le gouvernement irakien pensent que se cache al-Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda en Irak. Les raids américains se multiplient, ils sont constants et évidemment le nombre de victimes s'accroît. En octobre 2004, Falloujah est menacée d'une action militaire d'envergure. Ce sera l'opération Phantom Fury, qui est lancée le 8 novembre sur une ville en partie désertée de sa population, mais évidemment pas entièrement. Et pendant 10 jours, les combats vont être d'une violence absolument inouïe. La presse internationale témoignant de la violation par l'armée américaine de toutes les règles de la guerre. Des journalistes italiens et américains révéleront même l'usage d'armes au phosphore à Falloujah. Tant et si bien que le 27 novembre 2004, l'historien des médias et cinéaste Saul Lando publie dans le magazine Counterpunch un réquisitoire au titre éloquent. Falloujah, la Guernica du XXIe siècle. Je cite Saul Lando. Où est le nouveau Picasso qui offrira au public du XXIe siècle une peinture spectaculaire pour l'aider à comprendre que ce que l'US Air Force vient de faire aux habitants de Falloujah ressemble à ce que les nazis ont fait à Guernica. Dès lors, la presse ne va cesser de parler de Falloujah comme du Guernica de George W. Bush. Alors, Ahmadjani ne prétend pas être le nouveau Picasso. Cependant, la comparaison le frappe au plus haut point. Écœuré par les informations et par les images en provenance d'Irak, le voici qui est ramené vers un Moyen-Orient qui lui est évidemment fort familier, dont il se sent solidaire, lui qui n'est pas retourné en Iran depuis son départ en 1960, et qui avait jeté un voile dans son travail sur sa vie avant les États-Unis. Aussi se met-il immédiatement à réfléchir à cette œuvre. Je le cite. « J'ai regardé le portrait de Guernica par Picasso très attentivement.
J'en avais une grande image dans mon atelier. J'ai procédé pas à pas en traduisant ce que je voyais et en l'insérant dans ma pièce. Alors, Fallujah est certes une œuvre réactive, mais il faut le souligner, ça n'est pas du tout une œuvre impulsive. Il l'a dit, il a procédé pas à pas. Au contraire, donc, il l'a réalisé très, très, très méthodiquement. C'est une œuvre froide, ce qui ne va pas manquer de frapper ses premiers commentateurs. En 2007, lorsqu'elle sera montrée au musée Artium, au Pays Basque, près de Guernica, puis au Santa Fe Art Institute. Et là, je cite une journaliste qui écrit, qui fait sa review de l'exposition d'Armajani en 2007. Contrairement à la description du bombardement de Dresde par Kurt Vonnegut dans Abattoir 5, écrit-elle, contrairement au désastre de la guerre de Goya, ou encore aux milliers d'images prises par les photojournalistes, la sculpture d'Armajani ne communique ni la terreur ni le chaos de la guerre. De prime abord, elle apparaît même presque plus onirique que cauchemardesque, et je vous ai mis cette image où elle apparaissait au sommet des escaliers du Walker Art Center et où, quand on l'aperçoit, effectivement, on ne se dit pas « Ah, une œuvre qui communique quelque chose de l'ordre du chaos ». De Guernica, en effet, Armajani n'a retenu que quelques éléments. Une ampoule qui forme la pupille dilatée d'un œil hérissé de cils en feu, des flammes stylisées au sommet d'une construction parallélépipédique comportant une fenêtre éclairée par l'incendie. Dans sa vision de Fallujah, il n'y a ni présence humaine, ni hurlement, ni chaos. Le cheval épouvanté de Picasso s'est transformé en un joli jouet. L'oiseau figé en plein vol a déserté sa cage et cette cage est suspendue de manière aussi indemne que la structure de verre à laquelle elle est fixée. Ce que l'on voit, c'est un parallélépipède enchâssé dans un cube, sa base soulevée sur un côté par une chaise et par un petit bureau d'écolier renversé, son côté opposé écrasant 3 matelas. Un 4e matelas, plus petit, repose à l'extérieur de la boîte en verre, sous des escaliers qui ne mènent nulle part et qui barrent l'accès à la porte qui est grande ouverte. Certes, la curieuse maison est toute de guingois, mais ces parois faites de lames de verre, c'est des lames de verre un petit peu biseautées, et ces lames de verre sont tout à fait entières. La structure de bois noir est très solide, et le dessin de cette pièce est aussi clair qu'une épure. C'est une pièce, certes déséquilibrée, mais quand même assez stable. La pièce d'Armajani euphémise donc délibérément son sujet. D'ailleurs, l'une de ses sources d'inspiration n'est pas une image des ruines de Fallujah, mais une photographie prise à Ramallah, une photographie de presse, montrant une famille palestinienne occupée à trier ses affaires après la fouille de sa maison par des soldats israéliens. Armajani a agrandi la photo de presse qu'il a coloriée, comme pour s'imprégner de l'image. Et on comprend, en voyant cette étude, que la partie supérieure de la maison de Ramallah s'est, dans Fallujah, effondrée sur la partie inférieure, écrasant ses habitants, dont les matelas et la paire de chaussures qu'ils recouvrent partiellement évoquent les corps, tout comme les meubles couchés
allégorise, mais à minima, le chaos. Très paradoxalement, c'est de cet arrangement mûrement composé que naît la violence de cette pièce. C'est parce que le poids de la structure écrase oreiller et matelas que l'on imagine la souffrance. La maison de verre évoque toutefois le modernisme occidental et en dehors du titre, Fallujah, si on ne le regarde pas, si on n'en prend pas connaissance, il n'y a vraiment dans cette œuvre qu'un seul détail qui renvoie au Moyen-Orient. Et ce détail, je pense que vous y êtes attentif, c'est le tapis d'Orient qui est partiellement retourné et sur lequel est posé le cheval à bascule. L'association de ces deux objets, a priori innocente, s'avère en fait pour le moins ambivalente si on prend en compte l'inscription dont on ne sait pas si elle signe, si elle nomme ou si elle étiquette le petit cheval. Je ne sais pas si vous la voyez, mais sur le cheval, il y a marqué « Johnny B. Goode ». Et dès lors, cet inoffensif jouet prend des allures de tank américain campé sur le territoire irakien. Il n'en reste pas moins que ce Johnny B. Goode enfantin est le point focal de la pièce. C'est l'élément, ce cheval, qui suscite immédiatement notre empathie. Alors, sachant qu'Armajani est abonné depuis très très longtemps au New York Times, pour préparer cette conférence, j'en ai parcouru les archives pour la période de la deuxième bataille de Fallujah. Et ce faisant, j'ai suivi la succession des reportages de son envoyé spécial, Dexter Filkins, incorporé dans une unité de Marines pendant toute la durée de l'opération Phantom Fury. Or, dans l'un de ses articles les plus marquants, Filkins fait le portrait des combattants de la compagnie Bravo en très jeunes hommes, des lycéens, avant qu'ils ne s'engagent. C'est l'éternel récit, bien connu, de ces soldats absolument effrayés que la guerre dépasse, qui sont désorientés par la sauvagerie des combats auxquels leur entraînement ne les a pas préparés. Et dans le texte qu'il publie dans le catalogue du musée Artium en 2007, Armajani lui-même raconte ainsi sa pièce. À propos donc de Fallujah, je le cite. C'est une petite maison ordinaire de 2 étages pour un père, une mère, une fille et un petit enfant. Le salon s'est effondré sur la chambre, écrasant le père, la fille et la mère. Le bébé est sauf. Dans le salon, il y a un tapis et un cheval à bascule. Le tapis vient de Perse, le cheval d'Amérique. Le nom du cheval est Johnny B. Goode, une chanson populaire de la fin des années 50, un classique, un nom de Chuck Berry. Une chanson d'espoir pour un jeune homme au seuil de l'âge adulte, de sa vie, de sa maturité et de sa joie. Johnny B. Goode est mort à Fallujah, écrit Armajani. Ainsi, son œuvre est-elle un monument, bien sûr un monument à la mémoire des civils tués à Fallujah, mais aussi un monument universel, un monument contre la guerre, contre ceux qui décident de la guerre, et son texte se finit ainsi. Ces néoconservateurs déments, Cheney, Bush et les 2 chambres du Congrès, rêvent de construire un grand empire américain au XXIe siècle. Maintenant, toute l'humanité se tient pieds nus sur le toit de tôle de l'enfer. À partir de là, j'aimerais, en m'appuyant sur 3 des caractéristiques de cette œuvre, les caractéristiques les plus évidentes de cette œuvre, revenir en arrière pour éclairer le parcours d'Armajani.
Et je refais un blanc, je vais commencer par sa référence à Picasso, qui nous ramène très loin en arrière, qui nous ramène à son enfance téhéranaise. Donc le premier point sera sur Picasso et Téhéran. Armajani décide en effet de devenir artiste quand son papa, qui est un homme lettré et qui s'intéresse à l'art moderne, lui offre une monographie de Van Gogh alors qu'il est enfant. Et puis, il lui offre une autre monographie sur Picasso. Et les collages cubistes l'impressionnent tant qu'il dit connaître très vite l'ouvrage dans ses moindres détails. C'est important parce qu'on peut voir dans cette découverte vraiment le paradigme de son travail, le paradigme procédural de son travail. C'est quelque chose vraiment de fondateur, cette découverte de Picasso, au-delà de Picasso du collage cubiste, mais bon, là pour ce qui nous intéresse, de Picasso. En effet, au fond, Armajani va toujours procéder par collage et surtout par assemblage tridimensionnel, mais aussi assemblage d'idées, assemblage poétique. Il va mettre en relation effectivement des références poétiques, des références philosophiques, des références littéraires qu'il va combiner. Et le texte que je vous ai cité sur Fallujah est constitué pour ces 3/4 en fait, de citations qui forment un collage de pensées dont il s'est nourri et qui consonne avec sa pièce. Et puis, il va faire des assemblages d'éléments architecturaux, des assemblages d'éléments fonctionnels, décontextualisés, dissociés. On comprend donc par là combien, en 2004, l'invocation de Picasso, qui fait retour, qui s'impose à lui à la lecture de ses articles à travers les médias, combien l'invocation de Picasso au sujet du martyre de la ville irakienne a pu le toucher et avec quelle intensité son regard s'est plongé dans la reproduction de Guernica, mais aussi avec quelle précaution il en a intégré très prudemment quelques détails dans son œuvre. Picasso, c'est donc l'élément déclencheur de son désir d'être artiste et même au-delà des procédures de son travail d'artiste. Mais revenons à son seul et unique apprentissage artistique, en l'occurrence, qui le voit, il n'a pas fait d'école d'art, qui le voit quand il est toujours enfant, confié par son père à un maître, un vrai maître à l'iranienne, en l'occurrence un artiste, un peintre réaliste assez connu en Iran qui s'appelle Ali Asghar Petgar, qui est un peintre, disons, académique, si on utilise nos propres critères occidentaux, et qui, à Téhéran, est très renommé parce qu'il a ouvert le premier cours privé de peinture. Petite parenthèse, un cours où l'on acceptait les filles. Cependant, ce cours n'est pas tellement destiné aux enfants. Or, Armajani est enfant. Et par ailleurs, son naturalisme à ce Petgar s'accommode très très peu du goût précoce de son élève qui, imprégné de son admiration de Picasso, veut pratiquer non pas un dessin parfait, mais des transgressions modernistes. Et Armajani raconte ainsi avoir été puni assez sévèrement pour avoir eu la fantaisie de vouloir coller une moitié de pomme sur sa feuille au lieu de la dessiner comme il lui demandait le maître. L'expérience pédagogique est donc brève, elle est douloureuse aussi bien pour le maître que pour l'élève, je crois, mais le jeune Armajani en retire un solide apprentissage des règles occidentales de la représentation. Le fruit, modelé selon ces règles, celle de l'illusionnisme, va ressortir quelques années plus tard dans cette pièce, Father Has a Peer, en un clin d'œil à l'inflexible Petgar.
Armajani le représente à l'aquarelle sur un morceau de tissu découpé dans un vieux rideau dont les motifs, vous le voyez, ont été soulignés à l'encre de couleur. Mais ce recours au naturalisme est tout à fait exceptionnel, car le modèle occidental de la représentation est rejeté par le jeune homme dans les premiers travaux qu'on lui connaît et qui hybride son amour pour le collage moderniste et pour les miniatures persanes. Or, comme le cubisme, le monde onirique de la miniature associe texte et image. Il combine également des motifs sans pesanteur, situés dans un espace frontal, sans modelé et sans ombre. Armajani réalise ainsi des collages dans lesquels il décontextualise des archétypes des miniatures persanes, et notamment des anges, associés à des bribes de texte, à des cachets de cire rouge, il y en a un juste sur la gauche de ce collage, et à des tampons à l'encre noire, des éléments récurrents dans ces collages à ce moment-là. Ici, dans cette œuvre qui s'intitule Night Letter One, ces éléments sont réunis sur des morceaux de papier qui figurent des cartouches. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi des fragments de papier doré. Au centre et à droite sont griffonnées quelques phrases qui sont en fait des slogans politiques, des slogans du Parti nationaliste pro-Mohammad Mossadegh, des slogans de ce parti qui s'appelle le National Front. Mossadegh a été renversé, je vous le rappelle, par un coup d'État fomenté par les Anglais et les Américains en 1953. Ces slogans ici disent « Le pétrole nous appartient, l'indépendance nous appartient, la liberté nous appartient ». Des slogans de ce type sont imprimés sur les tracts et sur les affiches que distribue le jeune Armajani aux cellules clandestines du National Front, auxquelles il sert de coursier. Et comme la circulation de ces documents tout à fait séditieux s'effectue de nuit, on les nomme les lettres nocturnes, les night letters. Ce type d'activité explique que 3 ans plus tard, le jeune Sia, qui est alors étudiant en philosophie à Téhéran, soit envoyé d'autorité par son père rejoindre son oncle à Saint-Paul, Minneapolis. Le père, qui n'a pas réussi à dissuader son fils de militer et qui craint pour sa sécurité, qui craint qu'il se fasse repérer par la redoutable police secrète du Shah, la SAVAK de sinistre mémoire, eh bien, le père exile donc de force, on peut dire, son fils en Amérique. Ça, c'était le premier point pour vous montrer à combien la référence à Picasso n'est pas anecdotique, mais quelque chose d'extrêmement profond qui remonte à l'enfance. Le deuxième point qui nous a renvoyé au tout début d'Armajani, qui nous fait avancer un peu dans le temps, concerne la caractéristique sans doute la plus évidente de Fallujah, sa forme architecturale. Et à ce propos, on va sauter quelques années et on va se concentrer sur la fin des années 60. À ce moment-là, alors même qu'il utilise dans son travail les mots, le langage, et aussi les nombres, et même les grands nombres, et alors même qu'il participe à des expositions de l'art conceptuel aussi importantes qu'Art by Telephone à Chicago en 69, Art in the Mind à l'Oberlin College en 70, Information
au MoMA en 70 aussi, 2 972 453, une des expositions de Lucie Lippard, ces expositions qui ont pour titre le nombre d'habitants dans les villes où Lucie Lippard les organise, donc celle-ci est à Buenos Aires. Alors, il est étiqueté artiste conceptuel, utilisant les mathématiques et le langage, mais voilà qu'Armajani décide, en fait, d'utiliser les formes de l'architecture. Voilà ce qu'il explique, je le cite. « Durant la deuxième moitié des années 60, comme d'autres artistes, j'étais à la recherche d'un nouveau type de contenu. Je me suis alors tournée vers les sciences sociales pour y trouver le modèle d'une méthodologie compatible qui inclurait des considérations politiques, sociales et économiques. Il était devenu évident que les possibilités artistiques étaient nombreuses et que je devais prendre des décisions. L'une des premières fut de payer mon tribut à l'architecture, puisque l'architecture, par nature, est sociale. » Le voilà donc qui délaisse les nombres et le supercalculateur à l'aide duquel il réalisait ses pièces mathématiques pour s'armer de marteaux et de clous ou d'un cutter et de colle afin de fabriquer des maquettes de ponts et des maquettes de maisons à taille réduite et parfois à échelle humaine. Et ici, vous avez sous les yeux, toujours au Walker Art Center, la salle de ces maquettes de ponts et de maisons. Son enquête architecturale est à la fois pratique, esthétique et éthique. Elle porte sur les formes de l'architecture la plus commune, l'architecture la plus ordinaire, celle qu'il peut observer dans son Midwest d'élection autour de Minneapolis. Ces maquettes de ponts rappellent les ponts couverts que l'on construisait dans les campagnes au XVIIIe et XIXe siècle, à ceci près que les siens ne mènent nulle part et qu'ils présentent des contraintes ou des obstacles au lieu d'assurer un passage. Quant aux maisons que lui inspirent les granges, les fermes et les hangars ruraux, leurs espaces sont inaccessibles, leurs accès tout à fait impraticables. Ainsi, les escaliers de cette petite music house, la première des maquettes de maisons, ces escaliers sont-ils appuyés contre un mur sans conduire à une quelconque ouverture, exactement comme ce sera le cas pour Fallujah des décennies plus tard. Armajani, dans son usage des éléments de l'architecture, procède comme dans ses premiers collages. Il associe, il juxtapose, il mixe, non plus des motifs inspirés des miniatures, mais maintenant des dispositifs fonctionnels ajustés de manière dysfonctionnelle. Ces motivations, vous l'avez compris, sont tout à fait sculpturales et non architecturales pour soi. Notons que la maladroite petite Music House de 68 est un parallélépipède à 2 niveaux, coiffé d'un toit hérissé de minuscules bardeaux de balsa. Et si l'on fait abstraction de ce toit, on trouve déjà le prototype de la structure de Fallujah ici. Toujours est-il que pour réfléchir aux composantes de l'architecture domestique, Armajani déconstruit dans ses maquettes ce qu'il appelle les common sense buildings, ces frame houses ou ces maisons de bois très très communes qu'il observe dans le Minnesota. Toutefois, ces ponts et ces maisons ne communiquent en rien un sentiment de domesticité tranquille. Leur caractère est à la fois familier, mais dysfonctionnel, et il relève plutôt de ce que le philosophe Stanley Cavell appelle une inquiétante étrangeté de l'ordinaire. Cette inquiétante étrangeté de l'ordinaire que peuvent manifester les maisons de Nathaniel Hawthorne dans ses récits, ou plus durement encore, les maisons d'Edgar Allan Poe.
qui communiquent d'abord un sentiment de familiarité, mais qui sont des pièges. Dans cette maquette-là, House Number 2, One Bedroom House, par exemple, c'est une sculpture maison qui a été construite à échelle humaine puis détruite. Ici, vous n'avez que la petite maquette. Eh bien, on voit qu'une longue rampe, dont on ne comprend pas très bien l'utilité, se heurte d'abord à un mur qu'elle traverse, et puis vient aboutir sous la chambre, entre guillemets, à laquelle elle ne donne pas accès. Il y a quelque chose ici de tout à fait unheimlich, qui pourtant naît d'un ordinaire que l'on connaît tous, celui d'une maison. C'est évidemment la caractéristique de l'unheimlich. En tout cas, cette défamiliarisation de la familiarité domestique, cette déshabituation du plus commun, est la marque même de la sculpture-architecture d'Armajani, qu'elle soit publique ou qu'elle soit d'exposition, qu'elle s'inspire de l'architecture de bois, plus tard de l'architecture de métal et ensuite de l'architecture de verre. À un moment, pour mieux maîtriser ces désarticulations architecturales, Armajani, qui veut aller plus loin dans sa compréhension vraiment du fonctionnement des éléments de l'architecture, Armajani entreprend des exercices formels et conceptuels. Et ces exercices prennent la forme toujours de petites maquettes, mais encore plus pauvres, encore plus rapides que celles qu'il avait exécutées jusqu'alors. Ça va être des exercices très pragmatiques qu'il va exécuter pour lui-même, sans penser en faire des œuvres, et qui vont composer un lexique des éléments constitutifs de l'habitation, ou encore son dictionnaire pour la construction, son Dictionary for Building, dont 131 éléments sont exposés de manière permanente au MAMCO dans la salle que vous avez sous les yeux. Quotidiennement, à ce moment-là, pendant toute l'année 1974-1975, avec un pistolet à colle chaude, avec un cutter, avec des ciseaux, des morceaux de carton, des morceaux de bois, des morceaux de balsa, il exécute de manière très spontanée plusieurs maquettes de ce type, soit plus d'1 millier, dont il finira par détruire la majeure partie pour n'en retenir qu'environ 200. La méthode et les matériaux qu'il utilise déterminent cette esthétique que vous avez là sous les yeux, une esthétique sèche, une esthétique pauvre et, je trouve, d'autant plus émouvante qu'elle touche à l'essentiel des éléments qu'il veut mieux comprendre de cette architecture domestique dans laquelle vraiment il veut pénétrer pratiquement et conceptuellement. La plupart des éléments isolent des parties fonctionnelles et traditionnelles de la maison, l'entrée, le porche, la cuisine, etc. Ces éléments sont combinés à d'autres. Les fenêtres se combinent à des portes, les escaliers à des murs, le toit à des placards, etc., etc. Et il y ajoute parfois des pièces de mobilier. On trouve des bancs, des chaises, des tables, des lits, des étagères, et d'autres pièces de mobilier. La syntaxe de ce lexique est formulée par des relations spatiales entre ces termes, dedans, dehors, entre, dessous, dessus, etc., par des positions, ouvert, fermé, et parfois par le mouvement qu'implique cette relation, comme ici, de la rue au toit. On reconnaît encore ce volume tout en hauteur qui sera utilisé dans Fallujah. J'ai choisi évidemment les éléments du Dictionary for Building pour qu'ils correspondent à ce fil. Il faut souligner que ce monde du dictionnaire est vide d'occupants. Il n'y a aucune figure humaine qui donnerait l'échelle, comme dans les maquettes d'architectes. Et cependant, il est rempli de gestes, d'usages, quand bien même ne sont-ils qu'ébauchés et généralement contrariés. Autre caractéristique, ce dictionnaire est fait de fragments
dont la rencontre est réduite à sa plus simple expression. C'est vraiment une épure où dialoguent des éléments de façon abrupte et volontairement saugrenue. Il y a des ruptures d'échelle, il y a, comme ici, des cages d'escalier qui remplissent des maisons et qui sont tout juste ébauchées. Dans la majeure partie des éléments, ce qui domine, c'est un sentiment d'inconfort. Et ce sentiment d'inconfort qui est diffus, qui parcourt toutes ces maquettes, eh bien, une fois encore, il sera le signe très paradoxal de la majeure partie de la sculpture publique dans le contexte de la démocratie américaine que réalisera Armajani. Ici, un espace de rencontre et de pique-nique où la table est enchâssée dans un enclos sans fonction, où les bancs ne sont pas disposés de manière pratique, où l'abri dans lequel il n'y a pas de siège pour se reposer ne semble avoir été conçu que pour loger une citation d'Emerson, que vous voyez inscrite en noir dans l'abri blanc, une citation qui dit « La beauté doit revenir aux arts utiles et la distinction entre les beaux-arts et les arts utiles doit être oubliée. Si la vérité historique était vraiment dite, si la vie était noblement vécue, il ne serait alors plus facile ni même possible de distinguer les uns des autres. » Une citation de l'essayiste préféré d'Armajani, Emerson, mais qu'à l'évidence, sa pièce n'illustre pas. Certes, son art semble vouloir hybrider les arts utiles et les beaux-arts, mais c'est un art qui n'est ni vraiment fonctionnel, ni vraiment décoratif, et qui refuse donc de céder aux uns autant qu'aux autres. Comme si la vérité dite, la vie noblement vécue, c'est-à-dire ce qui participe d'un idéal démocratique, n'était jamais plus qu'un horizon. Et j'en viens donc à mon dernier point, qui découle de cette remarque sur la dimension allégorique toujours ambivalente de l'art d'Armajani, qui, tantôt avec ses passerelles, fournit un lien concret, tantôt avec ses espaces de réunion, exprime plutôt la difficulté d'être ensemble. Donc, cette remarque nous conduit à la dernière caractéristique de Fallujah, qui est celle d'être une œuvre en verre. Ce meeting garden de Lewiston a été réalisé à la veille de l'investiture de Ronald Reagan et des régressions sociales qui s'ensuivent. Avec le Glass Front Porch for Walter Benjamin, nous sommes sous le mandat de George W. Bush, l'année du 11 septembre, au moment où des valeurs telles que la vérité dite où la vie noblement vécue s'avère décidément un horizon très très lointain. C'est donc aussi le moment où, je l'ai dit en commençant la conférence, la sculpture d'Armajani devient particulière et fermée. Et où il déclare que désormais, il laissera libre cours à sa mélancolie. C'est ce qu'exprime sa série des Glass Houses, à laquelle appartient Fallujah. Entre-temps, Armajani a poursuivi ses installations publiques, mais en multipliant les références, non plus à des philosophes de la démocratie comme Emerson, mais à des anarchistes des années 20 et 30, Sacco et Vanzetti, bien sûr, Emma Goldman, Luigi Galeani, Gabriella et Alberto Antolini, et j'en passe. Autant de figures emblématiques d'une histoire politique américaine alternative. Et le démocratisme d'Armajani a donc pris un tour nettement plus libertaire ici. À propos de Fallujah, une journaliste notera que la pièce projette, je la cite, la froideur classique d'une tour de bureau de verre et d'acier. Ça, là, je ne comprends pas très bien, à vrai dire. Le porche de verre pour Walter Benjamin, que vous avez sous les yeux, soit la première des maisons de verre que réalise Armajani, possède la même froideur
celle d'une maison de verre, vide d'occupants et de tout mobilier. Encore une pièce paradoxale qui est tissée d'utopie et de tragédie. En effet, si Armajani ne renie pas son intérêt pour l'architecture de verre, celle qu'on connaît, l'architecture moderniste, celle de Mies van der Rohe ou de Philip Johnson, par exemple, c'est plutôt là à l'architecture de verre expressionniste, pré-Bauhaus, inspirée du poète berlinois Paul Scherbart, qu'il fait allusion dans cette pièce en particulier et dans ses œuvres en verre en général. Cette figure tutélaire de l'expressionnisme allemand fait en effet paraître, en 1914, un manifeste en 111 paragraphes intitulé, vous le connaissez sans doute, L'architecture de verre. L'ouvrage de Scherbart est dédié à l'architecte Bruno Taut. Et la même année, Bruno Taut, dans l'exposition du Deutscher Werkbund, applique les thèses de l'écrivain. La base de la coupole de sa Glashaus est d'ailleurs ornée de citations de Scherbart, telles « La lumière cherche à pénétrer dans le cosmos tout entier » ou encore par exemple « Le vert coloré détruit la haine ». On est en 1914. On notera que la structure du Glass Front Porch d'Armajani cite la cage d'escalier en briques de verre du pavillon de Taut et applique la recommandation de Scherbart qui est de commencer par transformer sa véranda en architecture de verre. Scherbart envisage en effet une nouvelle société en transformant l'architecture. L'utilisation du verre ne signifie pas pour lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, une société transparente, une société panoptique où tout le monde surveillerait tout le monde. Non, non, le verre, et en particulier le verre coloré, faut imaginer ce pavillon coloré, le verre coloré permettrait aux habitants d'opacifier les parois de leur maison pour se soustraire au regard d'autrui ou au contraire de laisser rentrer la lumière et d'abolir ainsi la séparation entre le privé et le public. Les murs de l'architecture de verre telle que l'envisage Scherbart pourraient être mobiles selon les besoins des gens. Ainsi, écrit Antonia Birnbaum, dans une architecture de verre, les gens pourraient vivre en un endroit sans nécessairement adopter les habitudes d'un cadre domestique, en articulant le cadre à ceux-là même qui lui échappent, l'irruption de l'extérieur. Ajoutons que l'esthétique défendue par Scherbart repose sur son étude des arts islamiques et sur sa connaissance du soufisme. Ainsi, son rêve cristallin trouve-t-il son origine tout autant dans les mosquées du Moyen-Orient que dans les cathédrales gothiques. Taut va développer les idées de l'écrivain à travers ses propres utopies pacifistes et anarchistes, d'abord en 1919 dans l'architecture alpine, où il rêve de palais de verre à l'échelle de montagnes, et puis un an plus tard dans son ouvrage La dissolution des villes, où il envisage une société organisée en communes autour de structures de verre, sans gouvernement, ni école, ni aucune institution centralisée. Ce qui plaît évidemment beaucoup à Armajani qui s'est plongé dans des références anarchistes. Et toute cette utopie anarchiste est sous-jacente au Glass Front Porch for Walter Benjamin. En revanche, ce qui est très très explicite, c'est la dédicace au philosophe allemand admirateur de Scherbart. Benjamin a en effet commenté Scherbart à plusieurs reprises et dans son essai de 1933, Expérience et pauvreté, il note « Le verre, ce n'est pas un hasard, est un matériau dur et lisse sur lequel rien n'a prise. Un matériau froid et sobre également. Les objets en verre n'ont pas d'aura. Le verre, d'une manière générale, est l'ennemi du mystère. Il est aussi l'ennemi de la propriété. » La véranda que dédie ici Armajani à Benjamin, vous le voyez, est surmontée par un pont sur lequel s'est immobilisé
un wagon de chemin de fer. Et sur ce wagon, il a dessiné l'Angelus Novus de Paul Klee, ce tableau que Benjamin a emporté partout avec lui à partir de 1921. Un ange qui fait donc retour dans l'art d'Armajani après des décennies d'absence, après ces petits anges qui volaient dans ces collages téhéranais, tel celui que je vous ai montré. Ici, cet ange paraît être le spectre, le spectre plutôt que la copie de l'ange nouveau de Klee. Dans l'un des textes les plus émouvants d'enfance berlinoise, qui porte non pas sur les vérandas, mais sur les loggias, Benjamin écrit que ces espaces, les loggias, ces espaces de son enfance, lui sont encore très proches, je le cite, à cause de la consolation que leur inhabitabilité apporte à celui-là même qui ne parvient plus, pour ainsi dire, à habiter. Et en ce début du XXIe siècle, c'est exactement cela qui lie Armajani à Benjamin. Ces maisons de verre, lisses, froides, expriment autant son attachement à ceux qui ont rêvé de rendre le monde plus habitable que sa conscience de la faillite historique de leurs rêves. En ce sens, les Glass Houses d'Armajani traduisent son sentiment de l'inhabitabilité du monde. L'Amérique qu'il a gagnée est devenue moralement inhabitable. Le Proche-Orient, qu'il a quitté, l'est à un degré bien supérieur, en Irak à cause de la guerre, en Iran à cause de la répression. Ainsi, la sculpture-architecture d'Armajani, que la critique présentait volontiers jadis comme un artiste idéaliste, est-elle depuis longtemps déjà tissée de mélancolie et d'indignation. Et pour revenir au début, en 2016, l'élection de Trump l'a laissé sonner. C'est dont témoignait le calicot qui était dans mon dos, je crois. Pourtant, Armajani s'est ressaisi très vite et a composé un véritable plaidoyer en défense de l'hospitalité qui prend la forme de ces 7 maquettes ou 7 espaces démontrant l'impératif d'hospitalité. Non plus maintenant des maisons de verre, mais des structures de transit ou de détention, des cellules, un campement, un dortoir, une salle d'attente, un camion. Certaines de ces maquettes ont été réalisées à grande échelle, comme ce que vous avez sous les yeux, l'espace des déportés et l'espace des travailleurs immigrés. Par la force des choses, les motifs d'une inhabitabilité globalisée se sont installés dans le travail d'Armajani. En fin de compte, son art, vous en conviendrez, n'est ni particulier ni fermé, il apparaît au contraire comme plus humaniste qu'il ne l'a jamais été. Je vous remercie.